Donc, lutte de classe révolutionnaire contre la marchandise ou lutte réformiste des minorités pour moderniser la marchandise. Donc là, on a un clivage entre ce que le spectacle de la marchandise appelle les minorités, la diversité, la richesse de la diversité, dit même le spectacle marchand, et d'autre part, la tradition radicale du discours communiste intransigeant qui part des classes pour revenir aux classes vers l'abolition des classes. Cette question, si vous voulez, elle est décisive parce qu'elle nous permet de poser un grand axe méthodologique qui, des présocratiques à Hegel jusqu'à Marx, pose le problème de l'apparence, de l'essence et du concept. Quel est le grand point commun entre Héraclite, Parménide, Hegel et Marx? Du point de vue méthodologique, il s'agit de voir que derrière ce que nous regardons, il y a autre chose derrière l'apparaître phénoménal. Phénoménal, phainomai en grec, phénoménologie chez Hegel. La phénoménologie de l'esprit, c'est le savoir critique de l'expérience subversive du mouvement des forces productives de l'histoire. Ça renvoie à Héraclite et à Parménide, à savoir que le vrai est ce qui est caché derrière l'apparence, sous-entendu l'apparence aliénatoire. De là, on repart sur Marx, on repart sur les manuscrits de 1944, les Grundrisse, le Capital, la critique du programme de Gotha, et on pose le problème qui articule l'ensemble du parcours, à savoir que le fétichisme de la marchandise est ce qui conditionne notre assujettissement à l'ordre du capital à travers une perception qui est confisquée. Autrement dit, nous ne voyons pas ce que nous regardons. Il existe entre ce que nous regardons et ce qui est en profondeur un décalage, et ce décalage, c'est ce qui rend la réalité étrangère à elle-même, l'homme étranger à lui-même, la vie étrangère à elle-même, puisque précisément le fétichisme de la marchandise, en confisquant l'histoire de la vie, confisque simultanément la vie de l'histoire. Donc, la grande problématique du fétichisme de la marchandise, la grande problématique de la radicalité subversive, c'est qu'il y a toujours quelque chose derrière l'apparaître premier. Autrement dit, quand je vois l'histoire en mouvement à un moment donné, pour que les groupes communistes radicaux, tels que Marx et Engels en ont été l'expression la plus radicale, la plus significative, la plus explosive émerge, il a fallu méthodologiquement, ce qui nous est précisé d'une manière extrêmement claire dans l'introduction au Capital, qui fait référence d'ailleurs à Hegel, puisque Marx dit d'une manière extrêmement explicite que le déclic entre les Grundrisse et le Capital, il est venu de la relecture de la science de la logique de Hegel, qui reproduit et accomplit la phénoménologie de l'esprit, c'est qu'il y a toujours quelque chose derrière l'apparence première, et que la grande différence entre la pensée radicale de subversion et d'insurrection et la pensée soumise de génuflexion et de connivence, c'est que la pensée de soumission fait l'apologie de l'apparence, alors que la pensée radicale fait la critique de l'apparence pour saisir l'essence, et à partir de là fait jaillir le conceptus, qui relie l'une à l'autre et qui permet de comprendre que toute parole étatique, toute parole marchande est imposture par essence. Donc, on retrouve là le grand corpus hegelien qui est reproduit et radicalisé dans le cadre d'une histoire du prolétariat s'abolissant en tant que prolétariat pour faire naître la communauté émancipée, c'est que la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences. L'ordre des apparences, dans la domination réelle du capital, ce n'est plus les classes, ce sont les minorités. Dans la réalité historique du capital en domination formelle,
il n'y avait pas des minorités et des couches sociales déambulatoires, mais des classes. Il faut en revenir pour comprendre ce qu'est une classe, ce qu'est la subversion possible de la classe, et pourquoi la pensée subversive du communisme radical est toujours revenue aux classes, en revenir finalement à ce que Marx dit lui-même. Je renvoie vos auditeurs au Capital, je les renvoie au livre 3. Le livre 3 est important puisqu'il est la synthèse du livre 1 et du livre 2. Le livre 1, c'est le procès de production. Le livre 2, c'est le procès de circulation. Et le livre 3, c'est l'ensemble des deux comme synthèse dialectique des contradictions radicales qui font que ce mode de production, à un moment donné, va vaciller dans le procès de caducité de son auto-invalidation. Dans ce livre 3, qui, je rappelle, a été publié après la mort de Marx, j'ai une section 7, et cette section 7 n'est pas terminée. Si vos lecteurs cherchent sur Internet ou prennent leur Pléiade ou quelque édition que ce soit, ils verront que le livre 3 du Capital, au niveau de sa section 7, se termine par inachevé. Mais c'est pas grave, et à la limite, c'est très bien. Parce que les quelques lignes que l'on a là, et qui sont le jaillissement de la pensée subversive de Marx, au plus profond du plus profond, ont permis d'aller à une synthèse qui est lumineuse. Marx, donc, dans cette section 7, pose le problème des classes. Et il pose le problème des classes dans le cadre du mode de production réalisé. Le mode de production réalisé, c'est le mode de production quand la dialectique des forces productives de l'aliénation marchande a produit le marché mondial de la marchandise réalisée et que nous sommes donc face à la domination accomplie du spectacle mondial de la marchandise. C'est le temps contemporain. Quand Marx, dans ce livre 3, produit la section 7, il parle de quelque chose qui est très ciblé, qui est très significatif, c'est le mode de production dans sa pureté essentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mode de production dans sa pureté essentielle, c'est le mode de production parvenu au lui-même de son lui-même totalement réalisé, c'est-à-dire débarrassé de toutes les scories qui portaient encore présence des antériorités qui, depuis le néolithique, avaient, à travers les modes de production antérieurs, produit des formes qui n'étaient pas capitalistes. Donc, le capitalisme, dans sa domination réelle achevée, tel qu'il est né à partir de la Première Guerre mondiale, que Marx n'a pas connu, mais que Marx a pointé méthodologiquement, c'est le mode de production pur qui s'est libéré de toute son antériorité précapitaliste. Et qu'est-ce que nous dit Marx? Marx nous dit qu'il y a deux matrices substantielles, le prolétariat et la classe capitaliste. Le prolétariat, c'est la classe universelle de l'ensemble de l'humanité asservie salarialement à la production de plus-value qui permet l'irrigation valorisante de la grande cybernétique de l'automatisme du capital. Et nous avons d'autre part la classe capitaliste, qui n'a rien à voir avec la bourgeoisie des temps antérieurs, qui est la classe de la domination spectaculaire du gouvernement mondial en ses multiples ramifications locales, dans sa synthèse absolue de gestion de cette cybernétique aliénatoire. Donc j'ai le prolétariat, la classe universelle, qui représente la quasi-totalité de l'humanité asservie salarialement à la reproduction de sa vie aliénée, dans un temps où cette humanité aliénée comme prolétariat universel n'a plus aucune faculté d'autorité sur cette existence. J'ai donc la dépossession absolue, livre 3 du Capital, telle qu'elle avait été positionnée dès les manuscrits de 1944, confirmée dans la guerre civile en France, creusée dans les Grundrisse et aboutie dans la critique du programme de Gotha. Et de l'autre côté, j'ai la classe capitaliste qui n'est plus, comme l'était la bourgeoisie,
la classe appropriative d'un rapport de production encore limité de l'aliénation, mais la classe anonyme, circulatoire mondiale du spectacle mondial, mais qui n'est pas propriétaire de la grande cybernétique du capital, qui est devenue un vaste système automate, impersonnel, anonyme, et qui ne porte plus à propriété individuelle, puisqu'il porte à appropriation générique de la totalité de l'humanité aliénée. Alors, certains auditeurs vont se dire, mais c'est curieux, parce que j'ai lu des textes de Marx, les luttes de classe en France, où Marx parle de multiples classes. Quand il fait, par exemple, quand il brosse le tableau de la France des années 1848-1860, Marx parle de petite bourgeoisie, de moyenne bourgeoisie, il parle d'artisans, il parle de ceci, il parle de cela. C'est beaucoup plus vaste que ces deux entités. Effectivement, parce que j'ai deux temporalités dans la structuration objective du développement des forces productives. J'ai la domination formelle et j'ai la domination réelle. La domination formelle, c'est le temps où le développement du capital n'est pas son pur lui-même. C'est le temps où il est mixte, c'est le temps où il est mélangé, c'est le temps où il est hétérogène et où, tout en étant le devenir de lui-même, il est en même temps la réception intégrée de l'avant qu'il conserve tout en l'éliminant. Il l'élimine en le conservant et il le conserve en l'éliminant. Donc, la domination formelle, c'est le temps où, puisque le capital n'est pas lui-même, il traîne derrière lui toute une série de séquences hétéroclites qui viennent de l'avant. Donc, quand j'ai Marx qui dresse la réalité critique des luttes de classe en France sous Napoléon III, il dresse le tableau, non pas de la domination réelle achevée du capital moderne pleinement réalisé, mais ce temps mixte où le capital de la domination réelle qui va naître en 14 n'est pas encore là, tout en travaillant à l'être. Il est donc là en filigrane, mais il n'est donc pas là en accompli, et il traîne derrière lui tout ce qui résulte de la révolution capitaliste de 1789, qui subsiste, qui est en train de mourir, mais qui n'a pas encore produit le procès définitif de sa caducité. J'ai donc, quand Marx dresse le tableau des luttes de classe en France, le substrat de ce qui prépare l'advenir de la domination réelle, mais le substrat qui rend compte de ce qui résulte d'une domination formelle encore pleinement présente, à travers toutes les sédimentations de l'Ancien Régime que la révolution capitaliste de 1789 a balayées pour une large part, mais a laissé subsister pour une autre part. J'ai donc des artisans, des moyennes bourgeoisies, des petites bourgeoisies, mais tout ça dans le temps de l'essor de la valorisation accomplie est appelé à disparaître. C'est pour ça que la grande ligne de démarcation entre domination formelle et domination réelle, c'est bien évidemment le temps où disparaît la bourgeoisie. Le temps de disparition de la bourgeoisie, qui est marqué par la domination réelle du capital accompli à partir de la guerre de 14, qui signale l'entrée en décadence du mode de production capitaliste, puisque d'hétérodestructif préalablement, il devient autodestructif. Les crises, baisse du taux de profit, saturation des marchés avant 14 aboutissent à l'hétérodestruction des espaces économiques et historiques pré-capitalistes par la colonisation mondiale qui va boucler la circonférence de l'empire mondial de la domination du capital à la domination réelle qui voit que la crise de 14, au moment où l'ensemble des colonisations ont effectivement été accomplies, ne peut plus se résoudre qu'en un repartage militaire autodestructif des principaux empires capitalistes en pointe, Angleterre, Europe centrale, France, Russie, États-Unis. Donc, quand Marx, dans sa section 7 du fameux livre 3, positionne la classe capitaliste et le prolétariat, il ne contredit pas ce qu'il a expliqué dans ses ouvrages historiques par rapport à la domination formelle, par rapport aux luttes de classe en France, par rapport à la guerre civile, par rapport aux journées de juin 48, par rapport au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Au contraire,
il l'accomplit dans une méthodologie de clairvoyance radicale absolue où enfin, quand il écrit cette fameuse section 7, il voit le capitalisme du XXIe siècle. Je dis toujours, reprenant Bordiga, que le Capital n'est pas un document qui expose la biologie du capital, il est un document au sens large, foisonnant, qui expose cette biologie en tant qu'elle exprime déjà la nécrologie. Donc Marx, contrairement à tous les bénets universitaires qu'il croit, qui s'imaginent qu'il a décrit le vieux capitalisme du XIXe siècle, a au contraire totalement anticipé toute la radicalité moderne. Et si les clowns sociologiques qui de temps en temps se permettent de pointer que Marx avait ignoré le Fordisme, que Marx ignorait la post-modernité, etc., Marx avait bien évidemment tout positionné sur ce terrain-là, avec une radicalité méthodologique bien supérieure à ceux qui croient aujourd'hui avoir découvert quelque chose, puisqu'effectivement, Marx, en tant qu'expression des luttes de la classe radicale, les plus radicales de son temps, a tout prévu, non pas parce que ce serait un démiurge particulièrement choisi par les dieux, mais tout simplement parce qu'en tant qu'il était l'expression la plus radicale des luttes objectives, et puisque ces luttes objectives exposaient et identifiaient la matrice radicale du tangible des forces productives, ça lui a permis, dans le cadre de la Première Internationale, en tant qu'il était l'expression la plus radicale des groupes les plus radicaux, de tout prévoir, non pas par génie, mais par méthode. Donc, le capitalisme moribond du XXIe siècle, qui s'achemine progressivement vers sa crise terminale, il l'a vu, il l'a écrit, il l'a anticipé. Donc, si je comprends bien cette fameuse section 7 du livre 3 du Capital, et que surtout, je fais référence au fameux 6e chapitre du Capital, ou chapitre inédit, j'ai la parfaite compréhension de ce qu'est la classe. La classe de la domination réelle réalisée du capital contemporain, c'est-à-dire celui de la dictature démocratique du profit absolutiste parfaitement réalisé universellement, c'est effectivement cette position où j'ai le prolétariat, classe universelle de la totalité de l'humanité asservie, et la classe capitaliste qui est effectivement la classe salariée formelle, parce que qu'est-ce qu'aujourd'hui un membre de la classe capitaliste, c'est plus Michelin, possesseur des actions Michelin, c'est effectivement quelqu'un qui est salarié formel. Le PDG de Renault, le PDG de Citroën, il est salarié formel, il touche des millions, il touche des dividendes, il a des stock options, mais il n'est propriétaire de rien et du jour au lendemain, il peut être mis à la poubelle par le mouvement de la contradiction, valorisation, dévalorisation. Donc, la bourgeoisie propriétarienne a été liquidée, elle marquait ce temps transitoire entre l'ancien régime et la domination réelle du capital, ce temps où le capital, non pas encore arrivé à maturité, était encore appropriable par des classes dirigeantes issues de l'avant. Le mouvement par lequel la marchandise détient la totalité du monde en produisant la totalité de sa substance est le moment où la bourgeoisie a été liquidée et où s'y est substituée la classe capitaliste. Donc j'ai aujourd'hui une classe capitaliste et un prolétariat. Et entre les deux, j'ai effectivement des couches moyennes vagabondes, mais qui n'ont aucun substrat de classe. Pour quelle raison Marx a copieusement insisté sur cette section 7 ? Parce que cette section 7, qui renvoie au manifeste, qui renvoie à la critique de l'État hegelien, qui renvoie à la question juive, qui renvoie au Grundrisse, est quelque part le champ d'analyse le plus décisif de ce qui est l'histoire, en tant que l'histoire est la lutte de classe des rapports sociaux qui, en mouvement dans la dialectique des forces productives, font qu'à un moment donné, une classe domine, font qu'à un moment donné, une classe cesse de dominer, et ils font qu'à un moment donné, certaines classes disparaissent de l'histoire. Quand Marx dit que la lutte des classes est le cœur de l'histoire depuis les origines de l'histoire écrite, c'est-à-dire à partir de l'émergence néolithique, je renvoie les auditeurs à mes différents ouvrages pour comprendre en quoi cette fameuse révolution néolithique est décisive, ça veut dire que depuis effectivement la révolution néolithique,
les communautés qui ont été dissoutes par le processus aliénatoire de la valeur d'échange se sont vues substituer les civilisations de l'avoir, les sociétés aliénatoires du pouvoir, de la domestication, de l'argent, de l'État et effectivement de l'économie et de la politique. Marx, à partir de là, comprend que l'histoire est effectivement l'histoire des luttes de classe. Mais qu'est-ce qu'une classe? Une classe, c'est pas quelque chose qui est positionné là à travers, pour revenir à Hegel, des formalisations d'apparaître. C'est pas, on ne définit pas une classe parce qu'elle détient des technologies. On ne définit pas une classe parce qu'elle exprime un niveau de revenu. On ne définit pas une classe parce qu'il y aurait des perceptions subjectives chez les notaires ou les médecins d'apparaître dans une communauté spécifique. Tout ça, c'est l'apparaître, c'est l'écume des choses. Ce sont les matérialités secondaires, c'est ce que Hegel appelle l'apparaître premier du phénomène de surface, et c'est ce que Marx, dans le cadre du fétichisme de la marchandise, va désigner comme la forme fétiche du premier regard aliéné. Qu'est-ce qu'une classe? Une classe, c'est un positionnement objectif dans la matérialité générique du rapport de production. Je définis le prolétariat, et là, c'est la critique radicale du proudhonisme, c'est la critique radicale de tous les courants socialistes, parce que Marx n'est pas socialiste, mais communiste. Le socialisme, c'est l'amélioration des conditions d'existence de la misère. Le communisme, c'est l'arc générique historique radical qui, positionnant l'aspiration humaine radicale à créer la communauté, fait que le communisme est une biologie historique de nos sensations. C'est notre volonté de jouir, c'est notre volonté de nous émanciper dans une communauté radicale. Le communisme, c'est le génos érotique de la trajectoire humaine qui veut vivre humainement. C'est pas une codification sociale d'agencement spécifique. Il y a donc une rupture radicale entre le socialisme et le communisme, et c'est pour ça que Marx, dans une correspondance célèbre à Engels, dira qu'il soit bien clair que nous ne pouvons nous appeler que communistes, mais pas socialistes. Donc, la compréhension communiste du rapport radical au retour à la communauté émancipée contre l'argent et contre l'État, c'est bien évidemment la compréhension que toute l'histoire est l'histoire des luttes de classe, depuis la narration écrite des comptabilités commerciales et des aliénations artistiques, depuis que le néolithique a fait production de la valeur d'échange, qui a séparé l'homme de lui-même et qui a fait que la production lui a échappé. La lutte de classe, c'est la lutte de structuration objective porteur d'un destin historique. La bourgeoisie, quand elle émerge à partir de la révolution capitaliste médiévale du XIIIe siècle, elle est l'expression radicalement ciblable d'un rapport de production qui, dans la décomposition du mode de production féodal déjà amorcé, la positionne en tant que détentrice de moyens de production qui ne sont plus liés à la reproduction simple des temps antérieurs, mais qui sont liés à la reproduction qui progressivement fera naître la manufacture de la valeur d'échange en mouvement, qui ne sera pas simplement un lieu où les gens échangent leurs excédents à commercialiser, mais où toute la vie deviendra commercialisable. On a eu tout un temps où la paysannerie vivait dans la circularité simple de son autoproduction et elle allait sur les marchés vendre les excédents. Le passage de cette modalité-là au surgissement radical de la révolution capitaliste en devenir, c'est que précisément, on ne va pas aller sur les marchés échanger simplement les excédents, on va produire une production de production qui va mercantiliser et monétiser l'intégralité de la vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai effectivement l'homme-marchandise absolu, contrairement à ce qui se passait dans l'Ancien Régime où le capitalisme était simplement en essor, je n'ai plus des petits espaces de capitalisation à côté d'une économie dite traditionnelle, comme le disait Marx ou Rosa Luxembourg. J'ai
la vampirisation satanique de la marchandise qui s'est emparée du monde, et tout est marchandise, puisque même le sexe, les ovules, les ovaires, le sang sont devenus industrie pharmaceutique de la reproduction aliénée, de la capitalisation des hommes et des femmes. Et on peut effectivement aujourd'hui, dans le cadre de la PMA et de la GPA, acheter des bébés sur Internet. Donc ça, c'est sous-tendu au XIIIe siècle, dans les premiers essors de la révolution capitaliste médiévale qui découle du néolithique, mais il a fallu une temporalité très allongée, très étendue, pour qu'on en arrive effectivement à l'horrible modernité démocratique de la marchandise totalitaire telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais donc, j'ai une bourgeoisie qui, dans le cadre de l'Ancien Régime, c'est clairement où elle est positionnée par rapport aux ordres de l'Ancien Régime. J'ai le clergé, j'ai la noblesse et j'ai le tiers-état, qui sont des ordres statiques dans la reproduction statique d'une économie où la rente foncière est statiquement organisée, certes dans un mouvement, mais dans un mouvement cadré qui, pour reprendre Héraclite ou Parménide, pourrait s'appeler mouvement immobile. Je vais passer d'un mouvement immobile à un mouvement mobile et à un mouvement ultra-mobile. C'est le développement des contradictions de la rente foncière vers la rente industrielle, vers la rente commerciale. Et là, entre la révolution du XIIIe siècle et la fronde sous Louis XIII et Louis XIV, je vois émerger une force sociale qui s'appelle... Mais la bourgeoisie n'est pas déterminée par son niveau de revenu. La bourgeoisie n'est pas déterminée par les imaginaires qui la traversent dans ses poésies ou la philosophie des Lumières marchandes. Elle est d'abord positionnée par le rapport de production qui en fait le champ de possession d'une structuration sociale en mouvement qui est en train de devenir prédominante. Et la bourgeoisie, dès lors, elle a un projet politique. C'est le projet politique de liquider l'Ancien Régime et de produire ce qui, dans un premier temps, à travers 1789, sera l'émergence d'une redéfinition sociale, mais qui, au cours de la Troisième République et des temps ultérieurs, rapportée à l'histoire du monde dans des formes similaires, même différentes, et le pouvoir enfin triomphant de l'argent, de la capitalisation. Donc, la bourgeoisie existe comme classe parce qu'elle a une place dans le rapport de production et qu'il découle de ce rapport de production qu'elle a un projet radicalement différent de l'antériorité et que ce projet lui permet de remodeler l'histoire dans une mobilité qui crée innovation. La bourgeoisie, c'est donc une classe. Cette classe, bien évidemment, au fur et à mesure que le capital va se développer, va s'anonymiser à travers les sociétés par action et de baisse du taux de profit en saturation des marchés, va produire ce que Marx appelle le cosmopolitisme de la marchandise et condamné à disparaître dans les jeux financiers, dans les articulations bancaires, dans la dette et dans la gigantesque mise en marche de la fusion propre à la domination réelle qui voit le capital industriel fusionner avec le capital financier dans le cadre d'une domination du capital financier sur le capital industriel, puisque crise de la baisse du taux de profit, crise de la saturation des marchés, ça oblige à une monétarisation et une fictivation infinie de l'économie qui, aujourd'hui, explose au XXIe siècle, mais que Marx a parfaitement compris, analysé, délimité et défini dans le livre 2 et dans le livre 3 du Capital. Donc, la bourgeoisie, c'est clair, c'est une classe. Les notaires, c'est pas une classe. Les médecins, c'est pas une classe. Les publicitaires, c'est pas une classe. C'est ce que Marx appelle des métastases de la classe capitaliste en domination réelle et des métastases de la bourgeoisie en domination formelle. La bourgeoisie a un projet. La bourgeoisie a un projet compte tenu du rapport de production qui est la mise à jour, l'enfantement du mode de production capitaliste. Les notaires, les médecins, les gendarmes, toutes ces couches sociales qui tournent autour, elles sont à la remorque, elles n'ont pas de projet spécifique. Leur projet spécifique, pour autant qu'il existerait dans la fantasmagorie de leur subjectivité, c'est effectivement de suivre le vent dominant des rapports sociaux qui leur sont les plus utiles. C'est pour ça que on voit par exemple, dans le cadre d'une crise sociale à un moment donné, des gendarmes ou des soldats qui font mutinerie, parce qu'il y a une contradiction entre
l'aspiration humaine à exister et la couverture sociale de l'enfermement. Mais comme le dit Marx, ces fameuses couches moyennes ne peuvent pas avoir de projet autonome. Elles sont condamnées à être constamment en bascule, en mouvement, entre la lutte des vraies classes, c'est-à-dire bourgeoisie et prolétariat. Donc, la bourgeoisie disparaît dans la domination réelle achevée qui est matérialisée par la Première Guerre mondiale et s'y substitue la classe capitaliste universelle. Dans le même temps, le prolétariat arrive comme sujet historique accompli, puisqu'il y a effectivement un prolétariat de la domination formelle et il y a effectivement un prolétariat de la domination réelle. Le prolétariat de la domination formelle, ce sont toutes ces structurations qui commencent avec le grand mouvement des enclosures sous Henri VIII en Angleterre et qui voient des dizaines et des dizaines de milliers de paysans expulsés des communaux traditionnels et obligés à la déportation dans les camps de concentration usiniers de la modernité urbanistique du capital en mouvement. Le prolétariat de 1848, c'est pas le prolétariat de 1871. L'histoire bouge, l'histoire avance. Tout ce qui était antérieur se liquide, s'érode, se déconstruit. Et je vais aboutir au prolétariat moderne du XXIe siècle, de la domination réelle achevée, c'est-à-dire un prolétariat qui a quasiment perdu tous les liens à l'antériorité. C'est pour ça que la section 7 est très importante, parce qu'elle, en rappelant à nos auditeurs qu'elle est écrite au XIXe siècle, mais qu'elle pointe le XXIe siècle dans ce rapport de prévision méthodologique où Marx, relisant Hegel, a compris que l'advenir est contenu dans le temps présent si je creuse méthodologiquement la phénoménologie des rapports de production qui le structurent. Donc, j'ai dans cette fameuse section 7 la réalité mondiale de la lutte des classes de l'année 2016. J'ai donc un prolétariat et une classe capitaliste qui se définissent de quelle manière? D'une manière tout à fait simple. La classe capitaliste a pour seul et unique projet que de maintenir l'hégémonie du cosmopolitisme de la marchandise au niveau mondial à travers le chaos terroriste, le chaos monétaire, puisque je suis au moment où commencent à se réaliser les podromes de la crise terminale du capital. La baisse du taux de profit, qui est la loi de mort du capital, est en train d'atteindre son point le plus haut, qui fait que le capital, à mesure qu'il se matérialise, se dématérialise, à mesure qu'il se met en mouvement, se met en anti-mouvement. C'est ça la classe capitaliste aujourd'hui, c'est la classe de ces représentants du gouvernement du spectacle mondial qui ont pour fonction de permettre à tout prix, de sauvegarder la logique totalitaire de la marchandise en mouvement. Et de l'autre côté, j'ai le prolétariat qui est la synthèse de toutes les insurrections et de toutes les radicalités qui émergent depuis le néolithique et qui a placé l'ensemble de l'humanité dans un positionnement objectif qui fait que le prolétariat, en tant qu'il est l'humanité la plus aliénée de l'humanité aliénée, est en même temps, dans son rapport universel à la crise, le seul levier de radicalité qui peut paralyser la machine de l'oppression, la casser et l'invalider en tant qu'il est l'expression universelle de l'aliénation universelle en tant que conscience fausse, qui, quand la crise terminale du procès de production de la valorisation s'invalidera, verra la conscience fausse s'invalider pour produire le jaillissement potentiel de la conscience vraie. Donc, ce que Marx a voulu montrer, c'est que l'histoire n'est pas une histoire de lutte, c'est pas une histoire de mouvement, de passion, de rébellion qui circulent comme ça par hasard, à travers des pulsions, des contre-pulsions, à travers des émotions, à travers des sensations, à travers des rêves, à travers des illusions. L'histoire est une lutte de classe. C'est pas une lutte, c'est une lutte de classe. Et on ne peut pas comprendre les classes si on ne comprend pas la matérialité objective qui les fait, en tant que c'est cette matérialité objective qui fait l'objectivité matérielle du sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est sa direction et sa signification.
Il existe du néolithique jusqu'à aujourd'hui un sens de l'histoire qui fait signification et qui fait direction. Le capitalisme ne pouvait pas précéder l'esclavagisme, l'ancien régime ne pouvait pas précéder le capitalisme. Il y a un ordre logique dans le développement de ce temps aliénatoire. Je mets de côté la spécificité orientale et africaine du despotisme oriental dont on a déjà parlé et sur laquelle on pourra revenir. Je parle bien évidemment de la spécificité qui a fait jaillir le capitalisme industriel de la domination réalisée de la dictature démocratique du capital. Donc, cette section 7, elle est difficile, elle est difficile, non, elle est courte, mais elle est difficile par sa richesse intérieure, parce que, comme elle est courte, elle dit tout en très peu de mots, et ce très peu de mots nous permet de comprendre que le seul objectif, le seul positionnement, la seule matérialité de la conscience critique, c'est vive la lutte de classe radicale du prolétariat universel pour l'abolition de la marchandise, pour l'abolition de l'argent, pour l'abolition de l'État, et donc pour l'abolition définitive du fétichisme de la marchandise et l'émergence de la communauté humaine émancipée. Et à partir de là, je définis un fil méthodologique qui est absolument incoercible. Je ne peux pas en sortir si je veux comprendre la radicalité du mouvement de l'auto-émancipation humaine et si je veux me positionner dans cette perspective-là. Tout ce qui n'est pas lutte de classe radicale est contre-révolution radicale. Toute pensée, toute action qui n'est pas articulée sur la compréhension que tout le temps contemporain est la lutte de classe radicale, active, passive, visible, invisible, aliénée, désaliénée, entre le prolétariat et la classe capitaliste, fait que celui qui n'a pas ce pensée-là ne peut être qu'un mercenaire de l'ordre capitaliste. Autrement dit, dès lors que ma pensée, mon activité, ma militance, mon discours, mon agitation n'est pas articulée sur la compréhension radicale de la lutte de classe prolétariat, classe capitaliste, je tombe invariablement dans le camp des mercenaires du capital, conscient, inconscient, rémunéré métaphoriquement, rémunéré matériellement, peu importe. Ce que veut montrer Marx à partir de là, dans la continuité objective, manuscrit de 44, critique du programme de Gotha, le capital, les Grundrisse, c'est que toute pensée qui ne s'articule pas sur la lutte de classe radicale est condamnée à être récupérée par le capital. Et c'est là où on fait une différence essentielle entre les classes et les groupes sociaux. Aujourd'hui, on assiste à une élimination totale de la classe, du prolétariat. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en domination formelle, le capital avait besoin de parler au prolétariat et de parler du prolétariat, même s'il l'appelait classe ouvrière, en le sociologisant. Pour une raison très simple, c'est que la domination formelle est le temps qui voit surgir l'État-nation. La domination réelle, nous dit Marx, reprend Luxembourg et accomplit de bord, c'est le temps où est liquidé l'État-nation de l'antériorité de la domination formelle pour qu'on lui voit substituer ce que Marx a très bien ciblé dans le 6e chapitre, c'est le cosmopolitisme de la marchandise. Donc, en domination formelle, j'ai des États-nations en formation sur les vestiges de l'Ancien Régime qui doivent se constituer une classe ouvrière adéquate à l'état de la modernité d'alors qui fait surgir la nation marchande moderne de la domination formelle. La classe ouvrière est un interlocuteur obligé dans les méandres de l'aliénation, de l'assujettissement, de l'exploitation et de la domestication. Elle est donc un sujet visible qui n'est pas rayé de la carte. À partir du moment où la domination réelle du capital est enfin achevée, l'État-nation doit disparaître, la classe ouvrière doit disparaître dans le grand fétichisme de la marchandise qui chosifie la nature, qui naturalise les choses et qui fait opacité totale du mouvement réel. J'ai donc une écriture sociologique, une écriture médiatique, une écriture de tous les champs du crétinisme universitaire de la marchandise qui doit faire disparaître le prolétariat sous le tapis. Je vais donc assister à l'émergence d'une déconstruction du mouvement réel,
d'une déconstruction de tout ce qui a fait la pensée subversive du prolétariat révolutionnaire et de tous les groupes communistes intransigeants qui, autour de Marx, Rosa Luxembourg, Debord, les groupes radicaux allemands, ont fait position de à bas la marchandise, vive le communisme, à bas l'argent, vive la communauté. J'ai donc cette course en avant à la déconstruction du temps et de l'espace qui se matérialise d'ailleurs très très bien dans l'insipidité universitaire française. Vos auditeurs peuvent faire référence par exemple à Althusser pour le structuralisme classique, qui va complètement désubvertiser le capital et qui va même demander à ses lecteurs de ne pas lire la fameuse section où le fétichisme de la marchandise positionne l'articulation de la démonstration en général, parce qu'on dans ce temps de la domination réelle en mouvement qui conduit à aujourd'hui, dans les années 1960 qui ont précédé 68, j'ai vu émerger un structuralisme universitaire dans le marxisme universitaire de l'imposture, où on disait aux gens, mais il n'y a plus de sujet subversif. Finalement, Marx, il n'a absolument pas parlé de la critique sociale radicale d'une explosion humanitaire contre l'argent. Il définit des catégories économiques qui permettent de gérer un capitalisme d'État équilibré. Et dans le même temps où j'avais Althusser, valet du capitalisme d'État stalinien et maoïste, qui nous disait quand vous lisez Marx, la subversion sociale, rien à voir, circuler, approvisionnez-vous aux catégories d'une économie scientifique équilibrée qui serait purement cognitive. J'avais toute une pensée qu'on retrouve aujourd'hui en Amérique sous le nom de French Theory, les Deleuze, les Guattari, les Foucault, qui passaient le prolétariat à la trappe. Vos auditeurs ont certainement lu l'histoire de la folie à l'âge classique de Foucault. C'est un livre à lire, non pas pour sa richesse, mais justement pour son insipidité radicale. L'histoire de la folie, pour Foucault, c'est pas l'histoire de la domestication marchande sur le temps qui crée des emprisonnements de pensée mentale par rapport à la subversion radicale d'un prolétariat qui voudrait s'abolir. Non, c'est un éloge de la différence. Donc, à partir de toute cette pensée qui émerge dans les années 60, on a effectivement une disparition programmée du prolétariat et de la lutte des classes pour lui voir substituer ce qu'on appelle alors les minorités. On essaye de faire disparaître la classe ouvrière et le prolétariat. Le Marx subversif de l'abolition du salariat et de l'État, il disparaît, et on fait l'éloge de la folie des fous, on fait l'éloge des minorités, on fait l'éloge sociologique de la femme aliénée qui devrait avoir droit au travail, on fait l'éloge des minorités sexuelles, on fait l'éloge de toute une série de catégories qui ne sont pas des classes. Et cet éloge n'est pas anodin. Il n'est pas comme ça parachuté par un pur hasard. Il correspond à la modernité réalisée de la dictature absolue de la démocratie du capital qui doit faire disparaître les classes. Qu'est-ce que Marx nous dit dans la fameuse section 7 ? C'est que dans la compréhension radicale de cette lutte de classe prolétariat, classe capitaliste, j'ai le plus gigantesque missile historique en mouvement qui fait péter le système et qui, au moment où la crise terminale du capital va surgir, verra l'intégralité des dispositifs et des agencements aliénatoires de la marchandise en mouvement s'auto-invalider. C'est le moment où la communauté humaine va radicalement se prendre dans sa jouissance, dans sa conscience, dans sa volupté, dans son existence, dans son essence, et en abolissant le capitalisme, faire surgir le communisme universel, c'est-à-dire cette communauté sans aliénation, sans séparation, sans argent et sans État. La domination réelle achevée du capital, c'est le moment où le capital est le plus fort, mais c'est le moment où il est le plus fragile, parce que c'est le moment où la contradiction valorisation-dévalorisation est au summum de son explosivité. Et donc, ce n'est pas un hasard si effectivement les larbins universitaires de la marchandise vont mettre au point des dispositifs d'agencement pour éliminer le danger théorique et pratique de la lutte de classe radicale.
au même moment où tous ces gens-là sont les laudateurs les plus délirants du capitalisme d'État chinois, du capitalisme d'État cubain, du capitalisme d'État vietnamien, ou de tous ces capitalismes d'Afrique qui se sont mis en émergence à travers l'imposture des luttes de décolonisation, qui ont vu une classe capitaliste locale se mettre à la place du capitalisme colonisateur. Il y a une gigantesque mystification internationale qui circule, et il faut surtout faire oublier, on en revient à l'oubli de l'être, Hegel, Héraclite, Parménide, il faut surtout faire oublier l'essentiel, c'est qu'il existe une lutte de classe radicale qui traverse ce monde, et que c'est cette lutte de classe radicale qui peut, et qui à un moment donné fera exploser le monde. Donc, le capital, et bon, vous prenez les derniers clowns de la représentation Terra Nova vous explique clairement, il n'y a plus de classe ouvrière, maintenant il y a les immigrés, les femmes, les homosexuels, donc tout ça s'est mis en marche pour substituer à la catégorie de classe, qui est une catégorie radicale qui va nécessairement vers l'abolition de la marchandise, quand le prolétariat s'insurge au moment de la crise terminale du capital, des catégories inoffensives. Les luttes des minorités, les chartes de la diversité, les immigrés, les noirs, les femmes, les homosexuels, tout ce que vous voulez, on peut faire une caravane à l'infini, sont des structurations sociales qui ne sont pas des classes, qui ne portent pas en eux l'abolition de la marchandise, mais qui portent au contraire en eux la rénovation de la marchandise. Donc, on a aujourd'hui une disparition complète du discours de classe radical, intransigeant, Rosa Luxembourg, Bordiga, Marx, Gustave Lefrançais, Malatesta, et on lui a substitué un carnaval, une foire du trône, où circulent toute une série de catégories qui veulent avoir leur place dans le repartage des marchés, marchés symboliques, marchés matériels, marchés nationaux, marchés internationaux, mais qui veulent avoir leur place dans la marchandisation humaine. On a donc des luttes anti-homophobes, on a des luttes antisexistes, on a des luttes antiracistes, mais où vont-elles ? Elles vont toutes dans la glorification de la marchandise. Et elles ne vont pas toutes dans la glorification de la marchandise, parce que les gens qui s'en sont fait les apôtres seraient des méchants ou des idiots, même si beaucoup peuvent être méchants ou idiots, mais parce que structurellement, la position objective qui est définie par la dialectique des forces productives de l'histoire fait que toute revendication qui surgit de ce terrain-là a pour objet la recomposition marchande de la domination réalisée de l'aliénation narcissique. Donc, ces groupuscules, ces groupes, ces courants, ces galeries marchandes, ces boutiques ne sont absolument pas problématiques pour le capital. C'est pour ça d'ailleurs que le capital les met en valeur et en fait la centralité de son spectacle. Le capital n'a peur que d'une chose. Il a peur de la lutte de classe radicale du prolétariat qui, quand la crise le fait surgir, est le seul vecteur qui peut l'invalider. Le capital, il a eu très peur en mai 68, et c'est précisément parce qu'il a eu très peur en mai 68 qu'il a activé l'armée de réserve immigrée pour substituer au prolétariat communard européen de conscience radicale antisalariale un prolétariat de réaménagement de la marchandise qui, dans la substitution des remplacements mis en mouvement, ne lui pose pas de problème, puisque les seuls problèmes qui peuvent avoir lieu sont, même quand il y a des émeutes, nous voulons le repartage de la marchandise. On a exactement la même problématique pour ce qu'on appelle les luttes de femmes, les luttes homosexuelles, toutes les luttes écolo-bobo périurbaines. Il s'agit d'aménager la marchandise. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il existe une frontière radicale entre la pensée subversive et la pensée de soumission. C'est la compréhension totale, critique de ce qu'est la lutte de classe, puisque la lutte de classe est le seul rapport de compréhension théorico-pratique qui permet l'émergence du communisme, c'est-à-dire de la communauté humaine libérée définitivement de l'argent et de l'État. Et ce qui est très significatif, c'est qu'aujourd'hui, la pollution de la marchandise est si répandue que si vous allez sur Internet, bon, moi j'y vais pas parce que ça m'emmerde globalement, mais j'ai beaucoup de correspondants qui m'en parlent, vous avez encore des micro-chapelles en décomposition qui se réclament de Marx,
qui se réclament de l'abolition de l'argent, qui se réclament de l'abolition de l'État, mais qui ont tellement été intégrés au dispositif capitaliste qu'ils ont été obligés d'intégrer la totalité du dispositif capitaliste dans leur catéchisme statique qui est sans compréhension radicale de la dynamique de lutte de classe, et ils sont tellement pollués et investis que même quand ils parlent de la lutte de classe, ils en parlent d'une manière totalement aliénée, fétichisée et marchandisée. On voit des groupuscules qui vous disent vive la lutte de classe, virgule, contre l'homophobie, contre le sexisme, contre le racisme. Bref, le MEDEF fait du matin au soir propagande pour la domination réalisée de la marchandise en expliquant qu'il est pour une marchandise émancipatoire, sans sexisme, sans homophobie, sans racisme, avec des réfugiés, avec une charte de la diversité. Et vous voyez des pingouins ultra-gauche en décomposition qui disent abolition du salariat, mais qui reprennent tout le discours du MEDEF après la virgule. Donc, on a des clowns complètement contre-révolutionnaires qui ont depuis très longtemps abandonné la méthodologie radicale, qui parlent quasiment jamais de Rosa Luxembourg ou de Bordiga, mais qui vous parlent de l'école de Francfort, de Marcuse, éventuellement de Foucault, de Lukács, c'est-à-dire de toute une série de gens qui ont certes parlé de la radicalité de Marx, mais pour la désubvertir et pour en faire un outil de police mentale pour contrôler la classe ouvrière. Donc, aujourd'hui, la domination réelle du capital est totalement achevée, mais elle est totalement achevée au sens où, à part quelques dizaines d'individus qui, ici ou là, maintiennent la radicalité subversive des luttes de classe intransigeantes pour l'abolition de l'État et de l'argent, voient toute une série de micro-cénacles en décomposition qui n'ont absolument pas compris le saut qualitatif de la domination réelle. Et donc, il n'est donc pas étonnant que les derniers groupuscules moribonds de l'extrême gauche du capital ou de l'ultra-gauche du capital aient exactement sur les couches sociales, sur les diversités, sur les nouvelles luttes, le même discours que le MEDEF. Marx et Engels, dans la radicalité du positionnement qui a fait surgir le projet communiste, ont posé la prostitution universelle des femmes, mais ils n'ont jamais été féministes. Le féminisme, c'est le discours par lequel l'homme de la marchandise concède à la femme de la marchandise l'égalité en la marchandise. Marx et Engels ne se sont pas battus pour que la femme s'émancipe en la marchandise, ils se sont battus pour que la femme s'émancipe avec l'homme, contre la marchandise, dans l'abolition universelle de l'argent. Les luttes antisexistes ne sont pas des luttes pour émanciper la femme, ce sont des luttes pour émanciper la femme des traditions antérieures qui lui préservaient encore un statut anti-marchand et, à partir de là, la faire basculer dans la marchandise absolue. Les luttes antiracistes ne visent pas à permettre aux prolétaires ou aux pré-prolétaires du Sud de s'activer révolutionnairement pour prendre en charge leur existence là-bas contre les multinationales. Ce sont des luttes complices qui permettent aux multinationales de les déporter vers le Nord en continuant de piller le Sud. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gauchisme de la marchandise, l'extrême gauchisme de la marchandise, l'ultra-gauchisme de la marchandise sont aux antipodes de Marx. Ils sont aux antipodes de Marx, tout simplement parce qu'ils se situent aux antipodes de la compréhension radicale de la lutte de classe, compréhension radicale de la lutte de classe qui est le socle intangible, qui est le socle irréfragable du vrai discours critique sur le monde et sur le refus de l'aliénation du monde. Dès lors que je sors de ma vision radicale de lutte de classe intransigeante contre l'argent et contre l'État et que j'intègre tous les dispositifs publicitaires de la marchandise sur les femmes, sur l'homophobie, sur les noirs, sur les gris, sur les bleus, sur les jaunes, j'entre dans le dispositif cosmopolitiste de la marchandise qui veut que tous ensemble, dans une fraternité universelle, nous gérions la marchandise pour le bonheur de la marchandise. Mais désolé, Marx ne veut pas le bonheur de la marchandise, il veut le bonheur de l'être générique humain pour l'abolition de la marchandise.
Il y a deux choses essentielles. Il y a l'imposture anarchiste, c'est-à-dire que derrière le discours de radicalité que l'anarchiste met en scène dans le spectacle du fallacieux, il y a effectivement toujours et toujours uniquement de la contre-révolution. Et en plus, après, dans la deuxième partie de la question, on a la fameuse problématique de mai 37, qui est une problématique de radicalité incroyable au regard de ce que les gens aujourd'hui vivent, de leur imaginaire, de leur situation sociale, puisque la radicalité de mai 37 est non seulement une radicalité, mais c'est une radicalité inconnue. Donc, pour démarrer sur cette problématique-là, je partirais d'une lettre que Marx a écrite à Bebel. Ça me vient comme ça d'un seul coup, j'ai pas la date. Moi, je dirais que la lettre que Marx écrit à Bebel, elle doit dater. D'ailleurs, je dis des bêtises. C'est pas une lettre de Marx à Bebel. Oui, c'est une lettre d'Engels à Bebel. Et cette lettre d'Engels à Bebel, alors j'ai dit Marx parce que si Engels écrit à Bebel et que Marx n'est pas là, c'est bien évidemment toute cette rencontre entre Marx et Engels, telle qu'elle a produit entre autres l'idéologie allemande qui est un texte majeur, parce que c'est l'articulation méthodologique de toute la radicalité anti-État, de toute la radicalité anti-argent. Marx, dès 1844, dans la critique de Hegel et dans tous les textes sur la censure, les gloses marginales, positionne une différence essentielle qui marquera toute sa vie jusqu'à la critique du programme de Gotha. C'est la problématique de l'émancipation politique rapportée contradictoirement à la problématique de l'émancipation humaine. C'est-à-dire que le projet communiste, qui est le projet biologique de notre histoire depuis le néolithique. C'est-à-dire que, pour en revenir à la fameuse lettre à Rug, quand Marx dit à Rug en 1843, le communisme, c'est le vieux rêve de l'ancestralité qui n'a pas cessé de traverser l'histoire et qui aujourd'hui peut enfin s'accomplir. Ça veut dire que quand la révolution néolithique a cassé les communautés de l'être pour leur substituer les sociétés de l'avoir, elle a certes cassé la communauté de l'être, mais la communauté de l'être, si elle a disparu géographiquement dans l'objectivité matérielle des situations physiques de l'humanité aliénée, elle n'a pas cessé dans la matrice des voluptés, des désirs, des érotismes, des consciences, des aspirations, des souhaits, de continuer à vibrer, de continuer à se projeter et à se prolonger. Donc le communisme est véritablement une biologie historique de notre saveur humaine. C'est pas un projet socialiste de réagencement du monde qui est écrit sur un catéchisme d'équation cérébrale. C'est effectivement un désir charnel de retrouver la sève cosmique de la communauté humaine sans argent et sans État. Donc, cette réalité-là, elle pose à un moment donné la compréhension radicale de ce que va être l'adversaire. L'adversaire dans le cadre de la lutte des classes entre le prolétariat universel, c'est-à-dire l'ensemble des hommes dépossédés de leur qualité humaine par la marchandise, et la classe capitaliste qui est la sphère organisatrice du gouvernement du spectacle mondial, elle aboutit à un moment donné, dans le cadre de la crise terminale du procès de valorisation, à la caducité du capital. Et cette caducité du capital, elle se projette là comme moment historique d'insurrection sociale, d'émergence existentielle, et il y a un affrontement de classe radical entre le prolétariat universel et la classe capitaliste mondiale. Et cette lettre à Bebel, qui doit dater, donc, si je ne m'abuse, de 1884, elle est très très importante, parce que Engels dit qu'il soit bien clair que notre ennemi sera décisivement la démocratie pure. Qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie pure? Ça veut dire que au moment où l'humanité veut abolir la marchandise, que la lutte des classes radicales veut abolir l'aliénation et l'asservissement, le dernier projet
pour empêcher ce surgissement, c'est de dire aux gens, on va vous mettre dans des ateliers constituants de démocratie pure et vous allez gérer l'espace de votre existence. Donc, le point ultime de la contre-révolution, c'est la démocratie pure. En se rappelant que la démocratie, elle surgit du démos, dans le surgissement historique de l'aliénation, quand en Grèce, on passe du communisme à l'argent, du génos, de la souche sans État, au démos, c'est-à-dire au territoire de la valeur d'échange en mouvement. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est un espace où règne la valeur d'échange et où le démos, le dème, est une unité territoriale d'autogestion de la mer de marchande. La démocratie, c'est l'autogestion de la mer de marchande. Dans le communisme, il n'y a pas de gestion. Il y a l'appropriation de l'être humain en son être générique pour produire la reproduction du groupe dans la jouissance cosmique de l'être générique. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de comptabilité analytique du produire par rapport à une valeur à comptabiliser, à valoriser et à échanger. Dans la communauté, il y a une centralisation mondiale des besoins et des distributions, mais c'est l'anti-gestion et c'est l'anti-comptabilité. Donc, tous les groupes radicaux qui, dans les années 30, ont surgi autour du réveil communiste, autour de Bilan, autour de l'Union communiste, dans des formes données, avec des imperfections, avec des opacités, ont compris que l'ennemi absolu du prolétariat qui veut s'abolir pour produire la communauté émancipée, dans sa forme supérieure, c'est la démocratie. La démocratie est la forme supérieure de la dictature, et la dictature est la forme inférieure de la démocratie. La démocratie est par essence la valeur en mouvement de l'échange dans le démos territorial des hommes assujettis à un territoire valorisé par l'échange du territoire de la valeur d'échange. Donc, cette lettre à Bebel est décisive, et elle est d'autant plus décisive qu'on est dans une époque où Engels était déjà dans un glissement plus ou moins social-démocratique, alors même qu'il était dans ce glissement, en souvenance de l'idéologie allemande et des grandes confrontations avec Marx, même si le poids du temps qui n'était pas à la Révolution le faisait effectivement parfois aller là où il n'aurait pas dû aller, il avait quand même ce sursaut méthodologique et il rappelle à Bebel qu'il doit être clair que c'est effectivement toujours la démocratie qui fusille le prolétariat. C'est la démocratie qui fusille le prolétariat en juin 48, c'est la démocratie qui fusille le prolétariat à la Commune de Paris, et je rappelle à vos auditeurs que Rosa Luxembourg, expression la plus radicale de toutes les fractions qui en Allemagne ont émergé au moment effectivement de l'insurrection spartakiste, n'a pas été fusillée par le Parti national-socialiste hitlérien, mais le Parti social-démocrate de Schneiderman et de Nosk. Quelques décennies après, la social-démocratie a même eu le culot de produire par les postes allemandes un timbre à la mémoire de Rosa Luxembourg. La problématique qui est posée là, c'est la problématique que vont poser les groupes radicaux dans les années 30, quand va surgir la problématique fascisme-antifascisme. Le nazisme prend le pouvoir en 1933, quand entre 1921 et 1933, la social-démocratie a exterminé les courants radicaux insurrectionnels du prolétariat. Ce n'est pas le parti nazi qui extermine les conseils ouvriers allemands. C'est la social-démocratie qui dirige l'armée allemande, qui organise l'extermination des ouvriers insurrectionnels. Ce n'est pas en Italie le parti fasciste qui va casser la lutte de classe des conseils ouvriers de l'après-guerre. C'est le parti stalinien, c'est le parti social-démocrate qui vont user les conseils ouvriers dans toute une dynamique d'aliénation, de pérégrinations opaques qui vont permettre, une fois que la lutte de classe aura été brisée, de voir Mussolini organiser la marche sur Rome. Ce n'est jamais le fascisme dans l'histoire allemande ou dans l'histoire italienne qui écrase la révolution ouvrière.
c'est la gauche du capital. Et c'est l'extrême gauche du capital qui, à la gauche du capital, par les tergiversations, par les diversifications, par les dénaturations, emmène systématiquement toujours le prolétariat dans le mur. La problématique anarchiste, la problématique de la Révolution espagnole, elle intervient dans ce moment-là. On a eu, à la fin de la Première Guerre mondiale, dans les pays vaincus ou dans les pays affaiblis financièrement, des mouvements prolétariens importants. On a eu en 1919 en France, après la victoire du capital, des mouvements de grève, on a eu des tensions, mais on n'a pas eu le grand bordel social allemand de 19, parce que c'est dans les pays vaincus où l'assise s'est complètement décomposée que ça a été le plus évident, comme ça l'a été au moment du grand effondrement russe en 17. L'Italie est dans le camp des vainqueurs, mais elle est dans le camp des vainqueurs en étant épuisée. Donc, si l'Allemagne est vaincue et que l'Italie est vainqueur, l'Italie est tellement épuisée qu'elle va avoir le même fonctionnement d'après-guerre que l'Allemagne, avec des grèves généralisées dans toute l'Italie. Les pays qui ont maintenu, dans le cadre de la restructuration militaire, commerciale et industrielle de la Première Guerre mondiale, une assise relativement tenable, ne vont pas avoir des mouvements de cette ampleur. Ce sont les pays qui sont effectivement les plus fragilisés, d'abord le camp des vaincus et les strates les plus fragilisées dans le camp des vainqueurs. Mais ce que montrent les groupes radicaux qui ont vécu cette expérience-là, c'est que la pire des impostures, c'est de croire qu'on peut réaménager la marchandise. Et c'est effectivement le discours de gauche sur le réaménagement de la marchandise dans un sens populaire, gouvernement populaire, front unique ouvrier, toutes ces formulations dont la linguistique n'est pas neutre et qui disent finalement tous qu'on reste en la marchandise pour socialiser la marchandise, pour humaniser la marchandise, sont les pires ennemis du prolétariat. Et ce sont ces courants-là qui sont les pires ennemis du prolétariat qui, en Allemagne comme en Italie, vont briser la lutte de classe offensive. Et une fois que la lutte de classe offensive aura été brisée, le fascisme viendra réunifier la société éclatée. Le fascisme est une forme de réunification en Italie et en Allemagne de la société brisée par la guerre, de la société brisée par la lutte de classe radicale de l'après-guerre, dans le cadre d'une recomposition géopolitique internationale de fragilité endémique. Il n'y aura pas de fascisme il n'y aura pas de fascisme aux États-Unis. Il n'y en a pas besoin. Il y aura le New Deal. Le New Deal des pays fragilisés, ce sera le fascisme. Et le fascisme, après l'écrasement de la lutte de classe prolétarienne par la gauche et l'extrême gauche du capital, viendra unifier la société. Le travail est fait. Le prolétariat est écrasé. On peut donc unifier la société éclatée, mais où plus aucun risque de dérapage social massif existe. L'Espagne, c'est 36. Pourquoi c'est 36 ? Tout simplement parce que le développement des forces productives dans le cadre de la géopolitique du monde, dans le cadre de la géopolitique de l'Europe, fait de l'Espagne un secteur très archaïque du développement capitalistique européen de ces années-là. Donc, la grande crise qu'avait connue l'Allemagne dans les années 20 ou l'Italie dans les mêmes années, elle se décale. Il y a bien évidemment des grèves, il y a bien évidemment des mouvements en Espagne dans les années 20, mais ces mouvements, ils ne produisent pas ce qui se passe en Italie ou ce qui se passe en Allemagne. Et dans le cadre des nouvelles restructurations qui sont imposées par la crise de 29, dans le même temps où en France, on a un mouvement offensif de la classe ouvrière, mais qui sera cassé par le Front populaire. Je rappelle la formule, les usines étaient occupées par les ouvriers, mais les ouvriers étaient occupés par les usines. Le Front populaire a tout fait pour que la lutte reste enfermée dans les usines, ne sorte pas de l'enclosure usinière pour produire une généralisation radicale contre l'État. C'est simplement une lutte de réaménagement.
qui est étouffé dans la formalisation réformiste du Front populaire du capital. En Espagne, on a à la fois un historique différent, on a à la fois une crise qui va cumuler celle de 29 et celle des difficultés de l'après-guerre, et qui va faire que là, et seulement là, en 1936, compte tenu de l'histoire spécifique du moment et compte tenu de l'histoire de la longue durée, à travers toute la spécificité espagnole, et je rappelle que Marx a travaillé en particulier la spécificité espagnole en montrant que l'histoire de l'Espagne n'avait rien à voir avec le féodalisme classique qu'on avait connu en Europe, mais que dans le champ justement de la Reconquista, s'était construit une monarchie spécifique qui, dans son agencement à la rente foncière, faisait que l'histoire de l'Espagne s'apparentait davantage au despotisme oriental qu'au féodalisme occidental. On a donc là des communautés spécifiques qui renvoient au despotisme oriental, mais qui, compte tenu de la temporalité ouverte, qui est spécifique au tumulte paysannier de l'Europe de l'Ouest, font qu'il y a toute une matrice caractéristique qui explique toutes ces luttes radicales, paysannes, insurrectionnelles. Et là, rappelons-nous l'invasion de l'Espagne par Napoléon Ier. Napoléon Ier envahit l'Italie, ça pose quasiment aucun problème. Quand Napoléon Ier met Joseph, son frère, à la tête de l'État espagnol pour moderniser l'Espagne dans le sens de la révolution capitaliste de 1789, on a une chouannerie puissance 600 et on a des millions d'Espagnols qui prennent les armes, non pas simplement dans un rapport patriotique anti-français à l'armée napoléonienne, mais par rapport à la défense des fueros, des germanias, de toute cette spécificité foncière communeuse espagnole. On a donc une Espagne caractéristique qui fait que, entre l'archaïsme foncier, les retards industriels, on a un mouvement en Espagne dans les années 30, issu des implantations de la Première Internationale, mouvement marxien, mouvement bakounинiste, qui fait qu'il y a un feu ardent. Le feu ardent, c'est pas simplement parce qu'il y a la CNT et la faille, c'est-à-dire expression politique de l'anarchisme officiel, mais c'est aussi parce qu'il y a une réalité d'ébullition indépendamment de cet estampillage-là. Les ouvriers ne sont pas radicaux parce qu'ils sont à la CNT, les ouvriers sont à la CNT parce qu'ils sont radicaux. Et l'expérience espagnole, ce sera le déchiré du voile qui montre que la radicalité CNT-faille est verbale, mais qu'elle est puissamment contre-révolutionnaire dans la réalité de l'action. Il y aura donc là une expérience en laboratoire vivante de ce qu'est l'anarchisme officiel. Dans la Première Internationale, il y a eu à de multiples reprises de lourds conflits. Je mets de côté les dérivations personnelles narcissiques, mais de lourds conflits méthodologiques entre les blanquistes, les Proudhon bakouninistes et les marxiens. L'opposition entre ce qui allait devenir les anarchistes et le groupe Marx, elle ne tenait pas au fait qu'il fallait abolir ou pas abolir l'État. Elle tenait au fait qu'il fallait bien évidemment comprendre ce qu'est l'État. La problématique anarchiste classique vise en général à décréter l'abolition de l'État. Vous avez d'ailleurs des tas de textes anarchistes qui ne comprennent absolument pas le rapport entre l'État, les forces productives aliénatoires de l'économie, la révolution néolithique, la dynamique appropriative. Pour beaucoup d'anarchistes, l'État, c'est une structure autoritaire qui est là, qui est posée là. Vous avez même Pierre Clastre, que je respecte énormément pour ses travaux sur les Guayakis, mais qui, dans un certain nombre de textes, vous sort ces énormités du style « c'est l'État qui a créé l'économie ». Alors que c'est bien évidemment l'inverse. Donc, il y a chez les anarchistes une prétention théorique, une prétention à la radicalité, mais qui n'est assise sur rien au niveau de la compréhension du processus historique. Donc Marx dit, bien évidemment qu'il faut abolir l'État. Il l'a dit dès 1844 dans l'introduction à la critique de la philosophie hegelienne. Il le redit d'une manière gigantesque en 1871 dans la guerre civile en France, et il le redit à la fin de sa vie dans la critique du programme de Gotha. Donc l'opposition entre Marx et Bakounine, l'opposition entre
je mets de côté la social-démocratie qui est effectivement une imposture capitaliste, mais entre les courants radicaux marxiens et les anarchistes, c'est que Marx dit, avec ces courants-là, l'abolition de l'État n'a de sens que si c'est la formalisation d'un processus historique de communisation qui abolit l'argent, qui abolit l'échange et qui abolit justement la valeur d'échange en mouvement. On n'abolit pas l'État par décret. Or là, en 1936, en Espagne, on va avoir in vivo le plus grand laboratoire anarchiste en mouvement. Et ce plus grand laboratoire anarchiste en mouvement, il ne va pas aboutir à l'abolition de l'État, il va aboutir à l'étatisation de la CNT et de la faille. On aura des clowns anarchistes ministres, sous prétexte que, dans leur incompréhension méthodologique de la radicalité analytique de ce que Marx avait produit, ils ne comprennent pas que l'État n'est pas une structure qui peut être modifiée comme ça, mais que l'État est par essence une structure marchande de pourriture aliénatoire. Donc, quand va surgir la crise espagnole en 1936, c'est pas la CNT et la faille qui attaquent les casernes. Quand il y a le putsch de Franco et que le prolétariat espagnol se met en mouvement, bien évidemment, il y a plein de camions qui ont le drapeau CNT, qui ont à la peinture peint CNT faille sur les tôles. C'est un mouvement qui est peint CNT faille. Mais il n'est pas peint CNT faille parce que les gens disent c'est la CNT faille qui va sauver le mouvement ouvrier. C'est parce que la radicalité passe par ce canal-là. Or, ce canal-là, très vite, va montrer qu'il est aux antipodes de ce que les ouvriers de 36 ont mis en mouvement. Il y a un groupe à l'époque qui s'appelle Bilan, qui est un groupe de radicalité bordiguiste qui va beaucoup plus loin de Bordiga, qui sera toute sa vie encore enfermé dans les prismes du léninisme et du bolchevisme, et qui dit très clairement, le 16 juillet, les milices ouvrières sont une milice radicale qui est porteuse de subversion, mais dès le lendemain, à partir du moment où l'État est laissé en place, cette milice ouvrière de radicalité potentielle devient un agent capitaliste. Quand le coup d'État de 36 a lieu et que Franco, avec l'armée d'Afrique, c'est-à-dire des milliers de Marocains embrigadés dans l'armée espagnole, sans conscience radicale, vont se mettre en mouvement pour écraser la réalité ouvrière espagnole. Les milices ouvrières se mettent en mouvement et ces milices ouvrières sont en situation de radicalité, sont en situation d'extrémisme. En Catalogne, qui est le lieu majeur de l'implantation de la CNT et de la faille, Campanis, qui rédigera ses mémoires, voit le tumulte. Il s'imagine que les dirigeants de la CNT vont débarquer chez lui, lui botter le cul et le foutre dehors. Mais pas du tout. Il les voit arriver et les dirigeants de la CNT et de la faille lui disent on va travailler ensemble contre le coup d'État franquiste. Donc, pour en revenir à Marx dans la lettre à Bebel, pour en revenir à la réalité de la compréhension de la lutte de classe radicale, le prolétariat, dans son mouvement d'auto-abolition, dans sa radicalité subversive, se bat contre le capital et il se bat contre l'État. Il ne se bat pas contre une fraction du capital, il se bat contre toutes les fractions du capital. Et là, on retrouve la problématique de la phénoménologie de l'esprit avec apparence et essence. La marchandise, c'est pas la droite. La marchandise, c'est pas l'extrême droite. Ça, c'est le discours gauchard de la publicité aliénatoire pour faire du prolétariat l'assujetti absolu et éternel à la gauche, avec les flics de la gauche, de l'extrême gauche et de l'ultra-gauche du capital. Le capital, la marchandise, ce sont toutes les fractions du capital de l'ultra-gauche à l'ultra-droite. Du courant trotskiste le plus extrémiste au courant franquiste le plus extrémiste, tous les courants du capital aspirent à reproduire la marchandise sous une forme ou sous une autre. Quand émerge la crise espagnole de 1936 avec le pronunciamento de Franco, on a une carte de la géographie politique qui est très claire.
On a à gauche, dans le front populaire du capital, les radicaux, les socialistes, les staliniens, la CNT, le POUM, même si entre eux, ils se dévoreront. On a à la droite du capital, dans le cadre du pronunciamento, les phalangistes, les carlistes, les libéraux droitistes, les conservateurs, etc., tout ce que vous voulez. On a deux camps. Mais la radicalité prolétarienne en mouvement, elle met face à face ces deux camps et elle les rejette comme deux variantes du capital. Qu'est-ce que va faire la CNT? Qu'est-ce que va faire la faille? Elle va considérer qu'il y a un camp qui est moins néfaste pour le prolétariat que l'autre. Et l'antifascisme, en ce sens, comme le diront les groupes radicaux de l'époque, est bien le pire produit du fascisme. Parce que la problématique de la lutte de classe radicale, c'est d'abattre et le fascisme et l'antifascisme, et la droite, et la gauche, et le centre, et l'extrême droite, et l'extrême gauche. L'ennemi du prolétariat, l'ennemi de l'humanité, c'est pas les écuries politiques ici ou les écuries politiques là-bas. C'est la marchandise dans sa totalité aliénatoire, avec l'intégralité des écuries politiques qui veulent la gérer d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas à choisir entre la peste et le choléra, entre la gauche et la droite, entre la République et le franquisme. Et donc, on a à l'époque des groupes radicaux. On a le groupe radical de l'Union communiste. Vos auditeurs peuvent aller chercher le livre qui s'appelle Chronique de la Révolution espagnole, qui a été publié il y a déjà pas mal d'années chez Spartacus, avec comme auteur Chazet, c'est-à-dire Gaston Davout, qui, à l'époque, dans le cadre de l'Union communiste, a fait une recension précise du point de vue de la radicalité ouvrière des événements. On a le texte de bilan, cette revue radicale qui a été publiée en partie sous le titre Contre-révolution en Espagne, aux éditions 10-18. On peut se rapporter toujours aux éditions Spartacus, au livre de Camillo Berneri, Guerre de classe en Espagne. On peut se rapporter au texte de Benjamin Péret et de Muniz, Les syndicats contre la révolution, qui a été publié chez Eric Losfeld. On les trouve d'ailleurs plus ou moins tous sur Internet dans des formes ou sous d'autres formes, puisqu'il y a beaucoup de sites qui ont produit des extraits, même si justement les sites qui les produisent font tout pour que nous ne comprenions pas la radicalité qui va jusqu'au bout de cela. Mais donc, ce qui est décisif, si vous voulez, dans cette expérience espagnole, c'est que quand en juillet 1936, le prolétariat s'insurge, et que dans les zones les plus radicales de la CNT et de la faille, non pas parce que la CNT et la faille donnent des ordres, la plupart du temps, la CNT et la faille sont débordées par un mouvement de radicalité qu'ils n'arrivent même pas à contrôler et qui leur fait peur. Et d'ailleurs, à la base, les gens se disent « mais enfin, on se fout de notre gueule ». Pendant des années et des années, on nous a dit « à bas l'État », et maintenant, on a des camarades anarchistes ministres. Donc, c'est ubuesque comme situation. Mais et là, on peut renvoyer au livre de Bornet-Boloten sur, effectivement, la révolution espagnole. On a donc, concernant des millions d'ouvriers et de paysans, des centaines de villages et des dizaines d'agglomérations urbaines, un processus de collectivisation radicale qui exproprie le capital. Mais cette expropriation du capital dans la zone républicaine, elle pose un problème énorme parce que l'objet premier de la zone républicaine, c'est pas de s'affronter à Franco, c'est de briser cette lutte de classe radicale. Et donc, la grande problématique contradictoire dans la zone républicaine, ça va être guerre contre le fascisme ou guerre contre le capital. Il y a en zone républicaine des fractions de la gauche du capital qui s'opposent au franquisme sur une base capitaliste autre. Les franquistes et les républicains sont deux camps capitalistes. Mais il y a dans le camp républicain un troisième camp anticapitaliste. Et toute la problématique de la guerre d'Espagne, dans la géopolitique du moment qui prépare la Seconde Guerre mondiale, dans les agencements entre la France, l'Angleterre, la Russie, l'Italie, l'utilisation des troupes marocaines qui sont en première ligne dans l'extermination des ouvriers quand on prend une ville. Parce que les groupes ouvriers radicaux appellent à la fraternisation. La gauche du capital appelle à la mobilisation antifasciste.
Mais les groupes radicaux comme Bilan, les groupes radicaux comme l'Union communiste appellent à la fraternisation contre tous les camps de l'impérialisme, contre tous les camps. Mais on imagine qu'entre un ouvrier de Saragosse qui est adhérent de la CNT et un paysan carliste qui est dans le camp franquiste, on arrive encore à peu près à se parler, même si on est à des années-lumière. Mais quand un métallurgiste de Barcelone se retrouve face à un mort de l'armée de Franco, la fraternisation, elle est quasiment impossible, compte tenu effectivement des temporalités contradictoires. On ne parle pas dans le même temps et on ne parle pas dans le même monde. Mais au-delà de toute cette problématique, l'urgence, c'est d'exterminer le prolétariat révolutionnaire de la zone républicaine. Et on va donc avoir en mai 37 cette tension qui est née en 36 entre le prolétariat de la base et les partis de gauche épaulés par les ministres de la CNT et de la Faille, qui voient bien qu'il y a une contradiction. Le prolétariat de la zone républicaine s'est mis en mouvement en collectivisant les terres, en collectivisant les usines, vers l'abolition de l'argent pour la définition d'une communauté émancipée. Et on lui dit, mais non, tu es de la chair à canon pour que la bourgeoisie républicaine puisse effectivement gagner contre la bourgeoisie franquiste. Donc les tensions vont monter, et en mai 37 à Barcelone, à propos d'une certaine zone où il y a un central téléphonique qui voit les différentes milices s'opposer, on va voir l'appareil d'État républicain enclencher contre les barricadiers un processus d'extermination physique et politique. Et que feront les ministres de la CNT? Et que feront les ministres de la Faille? Ils viendront épauler les staliniens républicains pour désarmer les prolétaires en armes qui se battent sur une ligne anti-argent, anti-État, et pour, en ayant brisé leur organisation, en faire effectivement de la chair à canon républicaine. Il y aura donc dans les journées de mai 37 à Barcelone des milliers de morts, des morts ouvriers massacrés par la gauche du capital antifasciste, et après on aura les prisons, après on aura les disparitions. Le POUM était un peu critique vis-à-vis du stalinisme, il n'avait rien de révolutionnaire. Mais il a participé à ces journées d'une manière ou d'une autre parce qu'il savait que sa structure politique était en jeu. Andrés Nin sera arrêté, sera torturé, et on retrouve la même pourriture idéologique de l'antifascisme que pour la commune de Kronstadt. Quand Trotsky a fait massacrer les marins de Kronstadt, dont les banderoles étaient « Abat le capitalisme d'État bolchevique, vive le communisme », Trotsky les a fait massacrer en disant que c'était des gardes blancs. À Barcelone, les ouvriers barricadiers qui se battent pour le communisme et l'abolition de l'État et l'abolition de l'argent, qui dénoncent la bourgeoisie républicaine antifasciste comme expression la plus moderne de la contre-révolution, se font massacrer en étant désignés, internés et interdits de toute explication comme la 5e colonne de Franco. C'est-à-dire que quand le capital enferme le prolétariat dans l'antifascisme pour défendre la variante la plus moderne du capital contre sa variante la plus archaïque, et que des dizaines, des milliers ou des millions de prolétaires se mettent en mouvement sur leur base de classe, on les dénonce comme agents du fascisme. Donc, les prolétaires espagnols qui voulaient la communauté sans argent et sans État étaient dénoncés comme la 5e colonne de Franco. Donc, on a en Espagne, dans la faillite absolue de l'anarchisme, la preuve définitive que les enjeux, les conflits théoriques qui avaient été posés par la Première Internationale dans le débat de Marx Bakounine sont réels. L'anarchisme n'est qu'une variante du gauchisme. On a la variante trotskiste, on a eu la variante maoïste, on a toutes les variantes possibles. La variante libertaire est la variante qui, à travers ce qu'elle a subi en Russie, parce qu'elle a été elle-même poursuivie policièrement et que des militants anarchistes ont effectivement subi la vindicte totalitaire, elle avait en quelque sorte une aura. Elle avait une aura du style « on n'a rien à voir avec le soviétisme, le socialisme d'État qui a lieu là-bas ». Sauf qu'à Barcelone, main dans la main, les ministres de la CNT et la police démocratico-stalinienne de la République ont stoppé, écrasé et fusillé les barricadiers. Donc,
le truc, il est très très clair. Et moi, j'ai souvenance, étant très très jeune, puisque j'ai été pendant un certain nombre d'années dans cette mouvance CNT-FA en France, avant de découvrir Marx en approfondissement radical. Je me souviens toujours d'un groupe qui était venu à la Mutualité quand il y avait un discours de Federica Montseny, la grande ministre, qui avait temporisé pour que les barricadiers des armes. Il y avait un groupe radical de l'époque qui s'appelait Union ouvrière pour l'abolition du salariat, et ils avaient distribué un tract qui avait fait explosion en ma tête pour redéfinir les arcanes des totems et des tabous. Ce texte, alors je m'en rappelle pas avec une précision parfaite, mais c'était un truc du style anarchiste, jetez votre chemise, elle est rouge du sang des prolétaires. Donc, on sait ce que le maoïsme a fait en Chine, capitalisme d'État policier pourriture. On sait ce qu'a fait le trotskisme en Russie, capitalisme d'État pourriture. Et on sait ce qu'a fait l'anarchisme quand il a eu le pouvoir de faire quelque chose, capitalisme d'État pourriture. Donc, anarchisme, maoïsme, trotskisme, toutes les variantes du capitalisme de gauche et d'extrême gauche sont des variantes anti-prolétariennes qui reproduisent à l'infini la marchandise totalitaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on lit le livre d'Orwell, Hommage à la Catalogne, Orwell, il est à Barcelone en 1937. Il voit le mensonge de la CNT et de la faille. Au début, on a cru qu'il y avait la gauche du capital qui se battait contre la droite du capital, qu'il y avait les républicains qui se battaient contre les franquistes. Et on a cru quelque part que la gauche du capital, c'était un peu moins dangereux pour le prolétariat combattant que la droite franquiste du capital. Et Orwell, il se retrouve à Barcelone dans ces années-là, il écrit Hommage à la Catalogne, et il voit que la pire ordurerie policière, que la pire ordurerie mensongère, manipulatrice et fusillante, c'est celle de la gauche et de l'extrême gauche du capital. Et quand il écrit Hommage à la Catalogne, il y a bien évidemment sa narration de l'expérience quotidienne, mais à la fin, il y a un certain nombre de feuillets un peu plus théoriques où il montre comment la CNT et la faille sont les complices objectifs incontournables de la gauche du capital démocratico-stalinienne qui fusille le prolétariat. Et cette expérience-là, elle a été décisive pour comprendre en 1984, tel qu'il l'avait en projet, et tel qu'il l'a ensuite réalisé dans la réalité du contexte produit. 1984, c'est pas la dénonciation de l'horrible stalinisme soviétique. 84, c'est la dénonciation de ce qu'il a vu en Espagne à Barcelone, qui est la collusion démocratico-stalinienne qu'on va retrouver durant toute la Seconde Guerre mondiale dans la construction des impostures, des massacres et des mensonges de justification de la marchandise novatrice. Donc, l'expérience de Barcelone, pour montrer la faillite absolue de l'anarchisme fusilleur du prolétariat, complice de tous les fusilleurs du prolétariat, elle permet en même temps à Orwell de voir cette fusion démocratico-stalinienne. Parce que c'est le brave radical socialiste Pépé Tranquille qui, main dans la main avec le NKVD, va opérer l'extermination des barricadiers. Et une fois que mai 37 aura permis l'écrasement des barricadiers dans l'insurrection de Barcelone, toutes les collectivités qui sont autour, dans les villages où on a aboli l'argent, où on a mis en marche la collectivisation de la terre, on aura le fameux 5e régiment de la République espagnole antifasciste de l'Ister qui ira exterminer les paysans insurrectionnaires qui ont collectivisé. On brûlera les réserves, on brûlera les fermes, on fusillera les insurrectionnels. Donc, la gauche du capital en Espagne, elle a prouvé, elle a montré que la gauche est le laboratoire de recherche du capital et quelle est sa fraction la plus moderniste. La gauche du capital est la fraction la plus modernisatrice du capital et la plus fusillante du prolétariat. Donc, il a compris ça. Et d'ailleurs, il y a les écrits d'après-guerre où il dit « J'ai été horrifié par ce que j'ai vu à Barcelone, parce que je n'ai jamais vu un tel décalage entre ce qui avait effectivement eu lieu et la manière dont l'empire médiatique le reproduisait à l'intérieur et à l'extérieur. » Et donc, mai 37, Barcelone, c'est la preuve absolue de l'imposture antifasciste, qui est bien le pire produit du fascisme,
Parce que quand Franco arrive à Barcelone en 1939, mais il n'a plus rien à faire. Franco arrive à Barcelone en 1937, en 1939, il va pouvoir parcourir l'Aragon, il va pouvoir parcourir la région de Valence. Toutes les communautés ouvrières radicales ont été écrasées, et pas par lui. Le boulot a été fait pour lui. C'est la gauche du capital qui a écrasé l'insurrection ouvrière, c'est la gauche du capital qui a enfermé le processus révolutionnaire dans les pièges démocratico-staliniens de la gauche du capital. Franco peut rentrer dans la totalité de l'Espagne, rien à signaler, le prolétariat est écrasé. Et écrasé par qui? Par la gauche du capital. Donc cette expérience-là, sur la gauche du capital, sur l'antifascisme et sur la réalité objective de l'anarchisme est claire. L'anarchisme est la fraction la plus extrémiste du capital, et on le voit aujourd'hui. On retombe sur la discussion que nous avons eue tout à l'heure sur les catégories sociales et sur la catégorie de classe. Aujourd'hui, alors que la lutte de classe intransigeante doit nous mener à comprendre la nature exacte du grand remplacement, toutes les fractions gauchistes et libertaires disent « nos frontières, réfugiés, welcome ». On a là la preuve absolue, définitive, que le discours de l'ultra-gauche, c'est le discours du MEDEF redécoré dans une radicalité, mais dans une radicalité qui n'a pas de sens. Parce que si aujourd'hui, pour casser la lutte de classe, le patronat européen et le patronat mondial fait un recours massif aux réfugiés et à la main-d'œuvre immigrée du Sud, c'est bien que du point de vue de la lutte de classe, qui doit être notre boussole intransigeante, il a compris que ça ne la fait pas monter. Le MEDEF n'a pas vocation à se pendre à la propre corde qu'il construirait. Donc, quand le MEDEF et tous les MEDEF du monde disent « réfugiés, welcome », c'est bien parce que du point de vue de la lutte de classe dont nous avons parlé tout à l'heure, au regard du livre 3 du Capital, ils ont compris que ça ne la fait pas monter et qu'au contraire, ça la fait baisser. Et que font les gauchistes et que font les anarchistes? Bien loin d'avoir une analyse de classe du processus de remplacement, ils disent « émigrés, welcome ». Donc, le type d'extrême droite, il voit bien qu'il y a un grand remplacement, tout le monde le voit, mais il n'en comprend rien du point de vue de la lutte des classes. Donc, il s'enferme dans un conservatisme archaïque identitaire, pro-marchand. Mais le gauchiste qui dit « mais c'est génial », il est dans le même conservatisme identitaire marchand, mais à l'envers. Donc, sur la problématique des réfugiés, de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, tout le monde fait œuvre de radicalité absolue aliénatoire pour ne pas comprendre la dimension de la lutte des classes. Les identitaires ne veulent pas d'immigrés sans rien comprendre à la problématique de la lutte de classe qui fait que justement on les fait venir. Et les ultra-gauchistes, dont les anarchistes sont les plus niais extrémistes, ne comprennent absolument pas que s'ils comprenaient la lutte de classe, ils comprendraient pourquoi le MEDEF dit « réfugiés, welcome ». Donc si vous voulez, tout est bouclé. Et c'est là où on voit entre mai 37, la première internationale, que la critique radicale que Marx a fait, à savoir que le seul objectif de la pensée critique, c'est l'abolition de l'État et c'est l'abolition de l'argent. Et à partir de là, que l'anarchisme, c'est tout ce que l'on veut, sauf l'abolition de l'État et l'abolition de l'argent, parce qu'au-delà des discours de fausse radicalité, dans la pratique, ce sont toujours les mercenaires de l'argent et de l'État. Il y a deux ouvrages à lire, qui sont deux petits ouvrages, mais extrêmement riches du point de vue de la radicalité subversive. Raoul Brémond était un ouvrier qui, dans cette mouvance autour de Bilan, autour de la guerre d'Espagne, autour de toutes les subversions qui émergeaient contre le fascisme et contre l'antifascisme, défendait la ligne intransigeante, non pas de choisir un camp contre un autre du capital, mais de dire combat absolu contre toutes les fractions du capital. Et à partir de là, il a écrit un petit opuscule qui s'appelle La communauté, mais qui est profondément riche, qui est profondément dense, et où est posé justement le problème que Hegel et Marx avaient posé sur l'aliénation. Qu'est-ce que la communauté? La communauté, c'est le rapport de transparence à l'humain qui abolit les aliénations, qui abolit les servilités, qui abolit l'argent et la valeur d'échange. Et tout ça est posé, mais dans des termes simples, parce que ça part pas de Hegel et de Marx, ça part quelque part de la vie concrète d'ouvriers qui, dans les usines, se sont battus. Et à travers un vécu quotidien simplement posé dans sa simplicité,
finalement, retrouve toutes les grandes articulations philosophiques les plus radicales. Et quant à l'ouvrage sur l'incontrôlé de la colonne de fer, c'est Debord et sa compagne qui l'ont traduit, et on le trouve dans sa formulation première aux éditions Champs Libres. C'est justement un prolétaire de base qui, dans la colonne de fer, au moment où la CNT et la faille sont en train d'opérer le mouvement vers la grande trahison, mais qui n'est pas une trahison, puisqu'on ne trahit jamais, on révèle sa vraie nature. Donc la CNT et la faille sont en train de révéler leur vraie nature, après avoir eu un discours contre la militarisation des milices. Ils ont une pratique de laisser faire. D'ailleurs, quand nous parlions tout à l'heure de mai 37, il y a une partie, entre guillemets, de radicaux qui, au sein de la CNT, ont récusé la collusion ministérialiste avec les démocrates et les républicains du camp capitaliste de gauche. Ils se sont appelés les Amis de Durruti. Et ce groupe qui s'appelait les Amis de Durruti et qui appelait à une junte militaire radicale contre l'État et contre l'argent, se sont retrouvés en situation de dissidence radicale contre les ministres de la CNT. Et on a entre guillemets la même dynamique dans le texte de l'incontrôlé de la colonne de fer, puisqu'il montre bien qu'il y a une dichotomie radicale entre la guerre d'Espagne comme affrontement entre les franquistes et les républicains, qui sont donc deux camps du capital, et d'autre part les milices ouvrières qui se sont insurgées, non pas pour conserver une forme de capital contre une autre, mais pour l'abolir. Donc on sent dans ce texte les tensions, les appréhensions, toutes les désillusions, toutes les tristesses. Et finalement, c'est un très bon compte-rendu de la réalité de base du milicien de base.